Julien. Salut. Salut. C'est cool, c'est cool. Salut Julien, je suis content que t'aies enfin choisi ton camp. Ouais. Alors lève-toi, on va te choisir un super uniforme. Quoi? Par contre, tu choses du combien? Tu sais, c'est pour les bottines. Les bottines? Ouais, les bottines, pour leur donner un grand coup de pied au cul à ces putains de rebelles. J'irai le lait sur vos tombes. Davy et Poulpe reçoivent le réalisateur Julien Mokrani qui vient de sortir un court-métrage Welcome to Oxford, adapté de la BD de Ben Temple-Smith. Cette semaine, la vraie actu fait le grand écart pour parler de la saison 5 du Doctor Who et du jeu Saints Row the Third. Le public de la semaine, c'est Damien et ses potes, et en fin d'émission, le dernier épisode de Karate Boy avant sa petite pause de Noël. Lumière, caméra, action! Du pimp, du gunfight et du tuning plein le hood. C'est l'heure de Saints Row 3. Alors, Davy, suite à la semaine dernière, peut-être, vu que le jeu est un peu... du coup, ça peut-être... tu veux t'en aller un petit peu? Ouais, peut-être d'accord. Non, mais attends, non, mais je blague. En fait, c'est... Oui, c'est un jeu de bourrin, mais il y a une surprise pour toi. À un moment. Saints Row the Third, 3e numéro de cette saga qui prend de plus en plus le large par rapport à son postulat de départ, à savoir un GTA-like. Mais l'univers de Saints Row propose d'aller encore plus loin dans la surenchère de ce que pourrait être un GTA classique. C'est carrément du bling-bling par caisse de 12. Excellent, excellent. Mais je m'emmerde un peu, alors quand c'est qu'elle vient, la surprise? Attends. L'histoire nous plonge à nouveau dans une guerre des gangs dans laquelle votre personnage, malléable à vos souhaits les plus fous, devra régner sur la ville et écraser toute la concurrence à grands coups de bazooka. Ok, Davy, voilà la surprise. Ce que je vais te montrer, c'est une arme du jeu, mais qu'ils ont fabriquée en vrai dans la vie pour la promo du jeu. Ok? Et cette arme, on est 15 journalistes en France à la voir. Je te présente le pénétrateur. Musique! Oh, 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 oh! À gauche! À gauche! Ah, attention, pas moi! Ouais! Ce third-person shooter proposant un univers très perché promet de longues heures de jeu en mode solo avec un mode multijoueur bien cool et un mode coop boostant le tout. Bah c'est une belle petite bombe! Alors un petit bémol, le jeu proposant un chaos assez foutraque en général, des fois on se sent un peu dépassé par la folie ambiante. Heureusement, on peut s'asseoir sur une base très solide de ce jeu. Alors, pour le plaisir coupable de participer à ce délire loco de la cabecita, je donne la note de 8 canards vibrants sur 10 à Saints Row the Third. J'en ai parlé maintes et maintes fois. Je suis presque le dealer officiel de Doctor Who. Oh, mais... ça le décor. Voilà pourquoi je ne vais pas passer à côté de la première sortie en Blu-ray de Doctor Who en France, avec la saison 5. En plus, pour une fois, il y a les bonus à l'intérieur. Alors forcément, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette saison de Doctor Who? En plus, le scénariste principal, c'est Steven Moffat, alors vous allez me le dire. Vous allez me dire. Mais je suis obligé de le dire même si je m'en fous. Allez, s'il te plaît, en échange, si tu me poses la question, j'arrêterai de dire que Uncharted 3, c'est un film un petit peu interactif. Mais Davy, qu'est-ce qui se passe dans cette saison? Le docteur ne meurt pas, mais il se régénère. Ainsi, le 10e docteur devient le 11e docteur. David Tennant laisse sa place à Matt Smith. Il est très difficile de remplacer le 10e docteur dans le cœur des fans, mais Matt Smith a réussi à créer sa version à lui du docteur et ça fonctionne. Il est brillant. Il rencontre Amy Pond, sa nouvelle partenaire, et dans toute l'histoire de Doctor Who, il n'a jamais eu de coéquipière aussi bonne. Mais t'es sûr que ça va, Davy? Mais oui, très bien. Dans cette saison, le Docteur se retrouve face à une fissure temporelle qui annonce l'arrivée du silence. Que se passerait-il si tous les ennemis du Docteur essayaient de l'exterminer? Oh mon Dieu, mon Tardis est bloqué entre deux périodes temporelles. Il me faut mon tournevis, Sonic. Merci, Sonic. Et voilà, l'épisode est fini. Heureusement, le Docteur sait toujours se tirer d'un faux pas. Quelle fabuleuse saison! Oh! Ouais.
Ah, mais quelle fabuleuse saison avec le retour des anges pleureurs et cette super rencontre avec Van Gogh. C'est pourquoi je donne la note de 16 les petits robots, 16 robots tanks sur 20 à cette fantastique série qui est Dr. Who. Ah, Who, comme c'est le jeu? C'est le moment de la synthèse analytique. Alors cette semaine, nous avions Saints Row avec 8 contre Dr. Who avec 16. Et bien si on fait les comptes... Eh bien cette semaine, il vaut mieux regarder une série que de jouer aux jeux vidéo. Davy, il faut que tu me rases cette moustache. Dis donc, c'est pas piqué des hannetons. Interview. Bravo à Damien et ses potes d'être le public en différé de cette semaine. Oui, bravo à eux. Et alors, bonjour Julien, bravo à toi d'être dans J'irai Lolé sur vos tombes. Bravo d'être dans notre émission. oui. Bravo. Merci de m'avoir invité. Julien Mocrani, réalisateur. Déjà, tu as réalisé donc des clips, des pubs, des courts-métrages. Tu as fait d'autres trucs comme par exemple des trucs qu'on n'a jamais vus sous d'autres formes. Non, ok, ma question est bizarre. Et donc, tu as réalisé ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout tes courts-métrages Ashes to Ashes, qui est dans l'univers de Batman. Et aussi Welcome to Oxford, qui parle de la BD du même nom, adaptée donc de la BD de Ben Temple Smith. Et du coup, on se demandait comment est-ce que tu choisis de faire telle ou telle adaptation, comment tu choisis tes sujets dans les BD, que ce soit Ashes to Ashes ou Welcome to Oxford, parce que c'est quand même assez spé quand même comme BD, quoi. C'était très différent pour les deux projets. Ouais. Ashes to Ashes, donc c'est une co-réalisation avec Samuel Bodin. On était dans une situation extrêmement particulière de malheur profond. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on trouve une solution parce que, voilà, en plein été, quand tu travailles dans le cinéma et que tu n'as pas trouvé le film sur lequel tu vas travailler, tu dois prendre ton mal en patience ou partir en vacances. Et on a décidé de faire un film. Et Sam avait écrit 50 pages sur une crime story dans Gotham. En gros, les Incorruptibles rencontrent Bruce Wayne. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa. On a eu qu'un mois pour préparer, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais on s'est décidé à le faire. Donc, en un mois de préparation. Voilà. Bravo. Et le plus difficile, ça a quand même été les repérages et les costumes, parce qu'il y en avait beaucoup, Parce beaucoup de personnages. qu'il y a quand même du fond vert, Ouais. il y a pas mal de fond vert, mais vous avez aussi du décor réel. Oui, il fallait, parce que le fond vert, c'est pratique. Ça permet de mettre ce qu'on veut derrière. Mais après, il faut les remplir. Et ça demande un travail colossal. Et puis, en plus, clairement, quand on a commencé le projet, on savait rien faire. On a appris sur le tas. Mais justement, ouais, moi je voulais savoir, donc avant ce film de Batman, tu faisais plus du film institutionnel C'est ça. ou des choses comme ça. Ouais, voilà, on faisait que du film alimentaire. Ouais. On avait tourné quelques projets plus jeunes, ados, on avait monté des assos, fait des docus sur la musique ou des petits courts-métrages, mais c'était des exercices de style plus qu'autre chose. Et là, on voulait essayer de vraiment raconter un truc qui nous tenait à cœur et pas juste faire un cours qu'on torchera en 2 mois, quoi. Mais où tu trouves l'argent pour... Alors, le premier, ça a été... c'est assez similaire, en fait, dans le mode de financement. Donc, vu que c'est invendable, il faut trouver de l'argent à perte. Effectivement, c'est un peu du suicide, de se dire « Ah tiens, en France, je vais faire Un truc de sur super-héros, Batman. » vous n'avez pas forcément les droits, C'est ça, donc c'est obligé que personne gagne de l'argent avec, c'est ça, et en plus vous le faites en français. c'est ça. Donc, non, le français, c'est vraiment une question. Mais pour le financement, en fait, on allait voir absolument tous les gens qu'on connaissait à l'époque. Les boutiques de comics, nos potes qui avaient des petites boîtes de prod, des gars qui se débrouillaient pas mal et qui avaient envie de nous aider à tester un peu de 3D. En gros, voilà, on a contacté tous les gens qu'on pouvait. On a réussi à récupérer une micro-somme d'argent qui était 3 000 € avec ce que nous, on a mis dedans en plus. Et tous les gens étaient bénévoles sur le film. Pour être honnête, sur ce genre de film, c'est même eux qui payent pour être là. Ouais. Parce que tu peux même pas leur payer la bouffe. Enfin, c'est vraiment assez délicat à monter. Sur Batman, on a quand même tourné 13 jours. Donc, à raison de 15 à 20 heures par jour. C'est épuisant. Vraiment, les gens étaient extrêmement impliqués parce que... Sauf s'ils n'avaient pas trouvé de film pour l'été, alors ça allait. C'est ça. Il y en a certains, t'es obligé de faire « Non, non, mais viens faire le nôtre plutôt. Bon, t'auras pas l'argent, ce sera fatigant, t'auras que la gloire pour toi, mais viens. » La gloire, si on arrive à finir. C'était un peu le gros défi. Et puis après, du coup, la post-prod, ça a duré 2 ans et ça a été assez compliqué. Et les retombées, du coup, de Ouais. Ashes to Ashes? Ça a été assez gros, rapidement. Le français a dérouté pas mal, surtout les ricains. Ouais. Mais pour être honnête, quand t'as 30 jours pour préparer un film, t'as pas le choix.
On préférait tourner dans une langue qu'on maîtrisait pour aller plus loin sur les personnages, plutôt que de commencer à s'amuser à faire « ouais, on va faire du mauvais anglais ». Ça demande quand même un travail qu'on n'était pas capable de fournir du tout à l'époque. Enfin, l'intérêt aujourd'hui, dans les années 2000, de pouvoir faire des films, c'est justement d'utiliser Internet comme une valeur ajoutée et pas juste un problème sur le piratage. Et nous, justement, voilà, c'était ça qu'on voulait, c'était utiliser le web pour diffuser le film massivement et essayer de trouver un système qui permettra au plus grand nombre de voir le film. Parce qu'en festival, c'est quand même extrêmement limité. Oui, bien sûr. Même si c'est extrêmement important, en particulier en France. Mais DC vous a contacté, vous avez eu... Warner. Warner, à l'époque, nous a contactés et on a flippé. On a flippé, on n'était pas prêts. On a senti qu'on pouvait saisir quelque chose, mais vraiment... On venait de faire un fan-film, on était à fond dedans, on n'avait plus rien, plus de temps, pas de taf, pas de contact, un truc tout frais, mais on n'était pas préparé en fait à ça. On l'a provoqué un peu. Combien de temps après? C'est-à-dire tu sors ce film? Franchement, ça a pris 2 jours. T'as Warner qui te contacte au bout de 2 jours? Ça va très vite, ça va vraiment très vite. Mais après, c'est parti. Et là, tu dis non? Tu dis pas non. Eux, ils disent pas on va te signer un film. Ils disent ouais, bon bah voilà, on aimerait vous rencontrer parce que, quand est-ce que vous venez à Los Angeles? Réponse pas. Jamais. C'est genre si on vient, on va se cramer quoi. Et on l'a senti très vite que de toute façon on n'était pas prêt à ce moment-là. C'était pas le moment de jouer cette carte-là quoi. Mais du coup, par contre, on a senti que ça pouvait se représenter et que par contre cette fois-là, il fallait qu'on soit prêt. Mais la grosse retombée, c'était Louis Leterrier qui a vu le film. Qui nous a contactés et là après ça nous a ouvert beaucoup de portes. C'est qu'on a commencé vraiment à comprendre le système grâce à lui. On a pu mettre les pieds sur le choc des Titans quelques jours, ce qui pareil a complètement changé ma vision du Cinoche, en particulier de l'organisation. C'est là que tu vois à quelle vitesse ça tourne en Angleterre comparé ici. La qualité de la pré-production qui est souvent... c'est un peu chiant tout ça, mais dans l'absolu, quand tu prépares bien un film, sur le plateau, ça carbure quoi. Et ça carbure fort. Alors du coup, avec H6 to H6, tu t'es rendu compte, ah là là, c'était vraiment, j'ai fait un truc dont j'avais pas les droits, je peux pas gagner d'argent, j'ai demandé à plein de gens de travailler dessus gratuitement, etc. Et du coup, tu t'es dit, plus jamais ça. Et du coup, c'est pour ça que tu as fait Welcome to Oxford. De la même manière. Voilà. C'était ça en fait. Pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec toute la fine équipe, on s'est dit non là, plus jamais quoi. Et puis, c'est débile, on est en train de... Et puis tout le monde nous le disait. Et puis le temps passe. et surtout, on a tourné d'autres choses. On a tourné d'autres choses qui sont sorties de la même manière, des courts-métrages. D'accord. Là, je fais mais ça marche pas. Tout le monde s'en cogne. C'est bon ça. Et mais pourquoi? Parce que voilà, il y a le système de diffusion, il y a quand même un truc qui fait qu'il faut quand même aller chercher certaines mythologies en fait. Populace. Voilà, c'est ça. Alors du coup, Welcome to Oxford des films pour les gens quoi. Et Welcome to Oxford n'est pas non plus une BD ultra connue comme Batman ou quoi. Et le propos, on va dire, de la BD est quand même assez hardcore. Donc comment tu t'es dit, ça c'est cool, une histoire avec des pédophiles et des cannibales et des loups-garous. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Comment on se le dit, tu vois, comment on se dit, ok, je vais perdre 2 mois de ma vie, voire même 6 mois. Ok, d'accord, un an. 2 ans. Ouais, non, d'accord. 14 mois exactement. 14 mois. Mais on a travaillé avec toute l'équipe sur une dizaine de scripts, une dizaine de projets différents, d'adaptations de BD différentes. On a bossé pendant 1 an à peu près. Et on avait vraiment, il y en avait 2-3, un en particulier, je suis complètement obsédé par ce truc, je rêve de le faire un jour, je ne dirai pas ce que c'est. Mais par contre, un jour, vraiment, je suis tombé sur Oxford, et en import, donc vraiment le truc venait de sortir, c'était tout frais. Temple Smith avait une actu de ouf avec 30 jours de nuit. On a lu le truc, moi ça a quand même bien retourné la tête, surtout ce que nous on a mis à la fin du court-métrage. On a appelé le French Kiss. C'est vraiment le truc où c'est violent, c'est badass, mais c'est graphique. Les personnages ont du fond et on pouvait vraiment traiter la fascination plutôt que l'identification. Et sur un film de 15 minutes, c'est assez difficile. On voulait pas... S'il y a un truc qu'on avait retenu de Batman, c'est qu'on voulait pas revenir sur une narration trop dense où t'as l'impression d'avoir bouffé 45 minutes en 15 minutes et t'as rien capté. Quoi. Et tout est là pour comprendre dans Batman, mais il n'y a pas les respirations nécessaires pour pour adhérer aux propos, comprendre vraiment tout ce qui se passe. Donc on a bossé là-dessus. Et sur la violence, personnellement, je trouve que Batman va beaucoup plus loin. C'est pas le même, parce que vraiment sur Batman, on était un peu des sales gosses, quoi. C'est qu'à un moment,
On s'est beaucoup posé de questions. Sur Oxford, beaucoup moins. En gros, donc, j'ai envoyé Batman à Temple Smith. Il m'a répondu aussi sec en me disant ok, ça me plaît, par contre Oxford c'est pas possible parce qu'on vient de le vendre à Chris Columbus. Là tu pleures, t'attends 6 mois et puis tu te renvoies un mail. Alors ça en est où? Ça a pas bougé. D'accord. Je me suis retrouvé sur une commande d'un projet qui m'a un petit peu fait me dire mais mon Dieu, il faut pas que je fasse ça de ma vie. Et donc là, j'ai envoyé un mail à Jason Fleming en disant ça te dirait de jouer dans Welcome to Oxford? Ok, bon bah c'était parti, on n'avait plus le choix. Tu l'avais rencontré donc sur le choc des Titans? Sur le choc des Titans, voilà. On avait discuté, pareil, je lui avais montré le Batman, ça lui avait plu. Et il m'avait sous-entendu que si un jour j'avais un projet, même court, même pas payé, il viendrait. D'accord. Et il est venu. Donc, tu fais des films que tu ne peux pas utiliser, finalement, à part comme une superbe carte de visite. Et, attends, c'est quoi? Tu veux faire changer les mentalités en France et tu dis qu'un jour, on va te dire hey, j'ai envie de faire un film de super-héros français trop bien, avec des effets spéciaux trop bien, ou alors tu crois pas du tout à ça? Et tu veux partir aux États-Unis? Les deux, en fait. Pour la question sur les super-héros français, ouais. Les super-héros, au sens, je pense que, enfin, genre Marvel, DC, etc., c'est US. La grosse erreur, c'est qu'il ne faut pas essayer de ramener ça ici. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que tous les types qui écrivent des adaptes, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est partir sur un... Il faut créer quelque chose de nouveau, mais pas un mec avec un costard, une cape et un masque, quoi. Enfin, pourquoi pas un masque, mais... je ne parlerai pas de Vidoc ou de films comme ça, mais il y a une mythologie. Il y a une mythologie. Le truc, c'est que cette mythologie, il faut la prendre là où elle est. Concrètement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, par exemple, le Pacte des loups, c'est intelligent d'avoir fait ce film-là. C'est La Bête du Gévaudan, c'est franco-français, ça a une vocation internationale, c'est à tous les niveaux en termes de production, c'est bien foutu. Et c'est vraiment bien pensé en termes de production, vraiment. Et le film est vraiment assez impressionnant, quoi. Et il est vraiment orienté pour le public. Et c'est un film qui a marché. Et c'est le gros problème. Pourquoi, depuis Le Pacte des loups, il n'y a pas eu un autre film dans ce goût-là? Sans faire une nouvelle bête, encore un 17e. Par exemple. Le truc, c'est quand il y a déjà Joss Whedon qui fait quelque chose, il n'y a pas... Voilà. En fait, il y a pas on sera toujours le chinois des Américains, pour parler clair, tant qu'on voudra l'être. En fait, c'est toujours le truc. C'est à compter du moment où on a quelque chose peut-être à apporter de différent, on sera entendu. Même si ça prendra des années. Mais déjà, personnellement, je trouve que la mentalité n'est pas encore là déjà, ou alors très peu. Il y a déjà des gens implantés qui l'ont, mais qui ont le pouvoir de faire exactement ce qu'ils veulent maintenant, donc ils ne vont pas aller faire des films de super-héros, clairement. Et il y a des gens qui arrivent. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de gars qui ont la niaque, et qui risquent d'en foutre plein la gueule. Mais il faut aussi leur laisser un peu la chance, parce que nous, vraiment, le fait qu'on ait pu faire Welcome to Oxford comme ça, c'est hyper particulier. C'est qu'on est vraiment dans... C'est que unique, quoi. Je suis extrêmement chanceux d'avoir pu faire ce film. Et dans un délai, finalement, aussi court. Bah, tu penses quoi justement de tous les réals français qui font un truc, soit un court, soit un long, qui est vachement bien, et paf, ils se font draguer, ils partent direct aux États-Unis et ils se perdent un peu dans des trucs. Ça te fait pas flipper, ça? C'est pas le cas de tout le monde, en fait. C'est un peu le truc, c'est que... en fait, je sais pas, il y a des mecs comme Aja, il y a un gars comme Sylvain White. Qui est Sylvain White? Voilà. C'est que tous ces mecs-là, ils ont fait des films. Alors, Sylvain White, c'est le mec qui a fait The Losers. Là, il revient en France, il fait un thriller ici. Il a fait 2-3 films de commande aux US. Il est franco-ricain aussi, donc... Mais il y a plein de réals. Il y en a plein. Sauf qu'on communique en France que sur ceux qui reviennent aigris ou qui ont eu une mauvaise expérience parce que... Regardez, il faut pas y aller, faut rester chez nous. Mais ils ont vraiment eu une mauvaise expérience. Et ils veulent vraiment ne pas y retourner. Et ça s'est vraiment mal passé. Et il y a des cas... Dans le cas d'Alexandre Aja, et même lui il le dit souvent dans les interviews, machin, moi je le connais pas personnellement, mais on voit comment ça s'est passé, c'est qu'il a pu tourner au Maroc et pas aux États-Unis, au lieu d'avoir 7 producteurs exécutifs derrière sa chaise qui font non, plus à gauche, non, plus à droite, non, plus au milieu, non, plus devant. Il avait un mec parce qu'il était au Maroc et que le Maroc, on parle français là-bas, et du coup il avait plus de pouvoir. Il a pu mieux maîtriser son film, mais le gars, c'est pas le fruit du hasard, il le savait. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il faut. Il faut être préparé. Moi, je sais, en tout cas, j'y travaille.
Je pense que c'est un peu le secret, quoi. C'est qu'il faut pas y aller en se disant ouais, je vais avoir le final cut, je vais faire ce que je vais vouloir. Bah, sinon, faut rester en France. Ça marchera pas comme ça, quoi. Il faut d'abord prendre le temps, acquérir du pouvoir, faire des films de commande et après se dire si ça marche. Enfin, en tout cas, c'est l'exemple de Nolan ou de mecs comme ça. C'est avec ton fric que tu fais tes films et que tu prends tes propres risques. Et là, tu peux commencer à ouvrir ton bec. Mais sinon, il faut jouer les règles du jeu. Si tu veux pas perdre, faut pas jouer, mais. Voilà quoi, c'est un peu l'état d'esprit. Alors, le milieu du court-métrage, il y a énormément de festivals. Je crois qu'il y a même plus de festivals de court-métrage que de long, en France même, il me semble. Et que ça se vaut, on va dire. Et du coup, il y a un vrai... Une paire de couilles, quoi. Il y a un vrai marché, du court-métrage. Est-ce qu'on peut vivre du court-métrage et ne faire que ça en en faisant beaucoup, mais ne faire que ça, ou fatalement, le court-métrage, c'est forcément un trampoline pour ensuite aller sur le long-métrage Est-ce qu'on peut faire une carrière dans le court? J'en connais. Ouais. Je trouve ça profondément malsain, personnellement. En fait, je pense que juste le court-métrage, aujourd'hui, c'est vu essentiel. Des petites bites. Non, je parle pas de... Non, c'est vraiment plus que le court, c'est un format. D'abord, forcément, on va plutôt faire un court-métrage avant de faire un long, parce que ça coûte moins cher, c'est plus facile à organiser, c'est plus facile à maîtriser dans l'absolu. Mais concrètement, il y a des formats courts qui atomisent des longs, et il y a énormément de réals hyper connus qui décident de revenir au court-métrage. Alors un mec comme Spike Jonze qui passe son temps à refaire des courts, tu te prends mandale sur mandale avec des films de 20 minutes, tu te dis que s'il avait fait 1h30 avec ça aurait fait une espèce de truc indé à rallonge insupportable, alors que son 20 minutes, c'est punchy et c'est parfait. Donc, on va dire, il y a le choix de qu'est-ce que j'ai à raconter, quel est le format. Après, pour le point de vue économique, on peut vivre du court. Moi, j'ai un point de vue pas très cool là-dessus, donc je préfère pas trop détailler, mais c'est vrai qu'en France, c'est particulier. Je trouve qu'il y a l'exception culturelle, c'est génial, et en même temps, c'est nawak. C'est que tu te retrouves vite avec des fonctionnaires du cinéma, quoi. Et c'est un peu le problème, c'est que par contre, ce système permet vraiment aux auteurs de garder la main sur leur travail et de faire des choses hallucinantes. Et il y a énormément de réals qui rêvent de notre système, et ils ont raison. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Donc il y en a qui utilisent quand même le système des subventions et qui en vivent. Ah mais totalement. Ouais. Enfin, je veux dire, on le sait tous. Objectivement, c'est pas pour rien si 90% des films en salle ressemblent à ça. Mais c'est en dehors des films qui sont produits par les gros studios. Il y a, je sais pas combien, genre 150 producteurs en France de long métrage. Donc, mais en fait, c'est pas tellement ça le problème. Le truc, c'est l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, mais aux États-Unis, il y a quand même un système qui est déjà plus. Il y a un vrai indépendant. Donc, il y a un cinéma qui est complètement autonome. Ils font ce qu'ils veulent. C'est diffusé massivement en festival. Ça cartonne. Que ce soit Tribeca ou Sundance, c'est quand même des festivals qui défoncent. Et en face, tu as un énorme cinoche qui sert au public. Et en France, en ce moment, on sent, enfin depuis quelques années, que l'équilibre, malheureusement, pour en tout cas un cinéma qui était intéressant justement dans l'exception culturelle, ça risque de plus exister. On risque vraiment de se retrouver un peu comme aux États-Unis avec un cinéma très cher, avec des films très chers, vraiment pour le public en général, et ensuite des films très indépendants. Et donc ces films à 4 à 8 millions d'euros, qui étaient des trucs vraiment uniques, arty, et en même temps on avait le temps de faire des belles choses, il y en a de moins en moins, quoi. Voilà, donc ça c'est un problème. Tu as un petit truc t'as un CD, c'est ça? Oui, D-Damage viennent de sortir leur nouvel album, et c'est toujours aussi inclassable entre le rock, l'électro et le hip-hop, mais c'est pas mal, quand même, mine de rien. Quand je l'écoute, je me sens vieux, donc je me dis que c'est de la bonne musique. Julien, t'as été très sage pendant cette émission. Je suis très sage. Voilà, un cadeau pour toi, c'est le DVD de la saison 1 de Karate Boy. Merci. Et là, sans mots. Il paraît que tu t'es un peu inspiré de Karate Boy. Belle leçon de Réa aussi. Hein. Je pense qu'il faut que dans l'avion, tu regardes ça. Voilà. Pour, en arrivant là-bas, être vraiment au fait des nouveaux. Exactement. Et on se retrouve tout de suite avec l'épisode 9 de Karate Boy. La tour de la moquette, le final. Le final du milieu de la saison. Tu m'as fait peur, j'ai cru que ça s'arrêtait au 9e épisode, mais non, il y en a encore tellement. Et tu vas nous dédicacer notre mur avant de partir. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine avec Véronique Jeannot. Non, c'est le Golden Show. Jeunesse, c'est le Golden Show, et les gens, ils peuvent venir nous voir sur la péniche, et il faut s'inscrire ici pour être le public de l'émission. D'accord. Voilà. J'avais pas vu. Précédemment, dans Karate Boy. J'ai le pouvoir de consommation. Je mets mon doigt sur votre œil. Je peux pointer n'importe quel objet ou chose pour que vous ne vouliez que cela.
La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, je t'avoue que pour la première fois, je sais pas trop quoi te dire. Je vais te laisser parce que je suis mal à l'aise, à plus tard. S'il te plaît, tu peux arrêter? Oh bah alors, on est fatigué, on veut plus faire la fête. Bon allez, on reprend un peu d'énergie, on boit un coup et on mange un coup, hein. Non merci, l'esprit flatteur, je dois y aller. Il me reste plus que 10 minutes pour sauver Max des griffes de la queue du prince de la Mouquette. Toujours à défendre la veuve et l'orphelin, Karaté Boy. Ton cœur est si noble et ta bravoure est si grande. Mais tu peux penser à toi de temps en temps, un si joli corps. Il faut le bichonner. Et puis tu peux pas partir comme ça, j'avais préparé une belle paella. Non, je suis désolé, c'est très gentil, hein. Je suis vraiment mal poli, mais je dois y aller. En plus, vous vous êtes donné beaucoup de mal, hein. C'est très joli chez vous, mais... Bon, le verre de l'amitié, je vous laisse filer. Une coupe de champagne pour fêter ta future victoire. Tu vas m'en dire des nouvelles, Karaté Boy. Ça vient de la cave d'un petit récoltant, pas loin d'ici. Cul sec, barbe mouillée. Comme au cabinet, jusqu'à la dernière goutte. Santé ou chai chai? Bon, bah voilà, merci d'être passé, je te raccompagne. Voilà, attention. Alors on a fait la fête. Allez, monte. Allez, tchai tchai. La modestie est la faiblesse des grands hommes. Et j'ai flatté ton ego à mort, Karaté Boy. Tu es comme un âne, il faut juste savoir par quel côté on le prend. Cher Sibi, ça va pas du tout. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai la tête qui tourne. J'ai comme du vomi dans mon crâne. Terminé. Hâtez-vous, mon prince, Karaté Boy arrive, pénétrez-la, il faut que la prophétie s'accomplisse. Oui, mais ça se commande pas comme ça, là. Puis on m'aidait pas à me raidir, là, non plus. Bon, je me décalote. Sunshine. Je t'aime. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Pardon, mon prince? Je vais accomplir la prophétie pour la grandeur de la Mouquette. Mais c'est toi que j'aime et que j'ai envie de pourfendre avec mon os. Mon prince, prenez-moi la main pendant que vous la pénétrez. Regarde-moi, Sunshine. Regarde-moi pendant que j'affectionne son entrechat. Regarde-moi et juge-moi. Je vais vous juger, mon prince, si ça peut vous aider à vous dégorger. Au point où ça en est, ça vous dérange pas si je me vomis dans la bouche? Arrêtez ça, bande de sales mutants psioniques. Brise-lui la nuque pendant que je lui brise la nuque. Mais
Karaté Boy, qu'as-tu? On m'a drogué. Je suis une merde. Je suis déjà accro. D'ailleurs, je me suis pissé dessus. Mon prince, baisez cette salope, sinon il faudra attendre la prochaine équinoxe pour que la prophétie s'accomplisse. J'en suis incapable. J'ai trop de sentiments pour toi, Sunshine. J'aurais l'impression de te tromper. Utilise ton pouvoir de consommation sur moi, sinon je n'y arriverai pas. C'est un ordre! J'arrive plus à marcher. Ok. Alors on va la jouer. À la max. Par la mouquette, mon prince, votre visage. Lance tes corbeaux espions dans tout le pays. Que les pires assassins retrouvent Karaté Boy et la fille. Ma vengeance sera à l'image de mon visage. Dégueulasse. Mais pourquoi t'as pas libéré le vieil oracle? Car chacun possède son propre destin, Max. Celui du vieil homme, c'est de croupir en prison. Et le mien, eh bien, c'était de te retrouver. Il faut retrouver l'épée dragon pour tuer le prince de la mouquette. Si seulement on avait ce fameux GPS. Ah mais regarde, justement, regarde ce que j'ai trouvé dans la poche de judoka. Tapette. Parfait, Karaté Boy. Suivons la piste de l'épée dragon. Parfait, Karaté Boy. Suivons la piste de l'épée dragon et sauvons la race humaine. Et on va te faire manger de l'herbe aussi pour te vermifuger et que t'aies plus de drogue. Merci Max, mais au fait, c'est quoi les histoires à propos de ton vagin? Attention, ça va continuer. Karaté Boy arrivera-t-il à avoir l'épée dragon?